dire qu'aujourd'hui, la finance verte est quand même, c'est un sujet qui est extrêmement vaste et qui est très bien couvert. Et donc, si vous tapez transition verte ou finance verte sur n'importe quel moteur de recherche, vous allez tout de suite avoir des chiffres comme 35 000 milliards d'actifs sous gestion. Vous allez avoir les fameux 1000 milliards justement pour les obligations vertes. Vous allez avoir la part de l'Afrique qui est à peine de peut-être 1%. Vous allez avoir les 75 à 100 milliards de dollars par an dont l'Afrique a besoin pour les infrastructures. Un autre 75 milliards de dollars pour assurer l'accès universel à l'énergie en 2030. Donc ces chiffres-là, vous les avez, ces éléments, vous les avez. Ce que je voudrais faire ici, assez rapidement, c'est peut-être pour susciter les débats. Et quand je regarde la salle, j'ai eu la chance de discuter un peu avec les uns et les autres. Je sais que nous avons des experts de très très haut niveau. Donc pour susciter un peu les débats, je voudrais présenter brièvement 5 points. Un premier point, je sais que la finance verte va bien au-delà du climat. La finance verte, c'est un peu la finance environnementale qui regarde biodiversité, qui regarde la désertification. En gros, les conventions de Rio de 92. Moi, je vais me concentrer sur le climat pour faire un peu simple. Donc, le premier point, c'est l'impératif climat. Ensuite, je vais évoquer un peu avec vous l'importance d'avoir ce que j'appelle une stratégie de financement intégrée, ou une stratégie de financement qui regarde l'ensemble des sources de financement. Ensuite, troisième point, on va évoquer la question de la demande, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs acteurs, même au niveau de la demande. Un gouvernement central et les collectivités territoriales, ça va être très différent, le secteur privé, les institutions financières. Dernier point, enfin avant-dernier point, la COP 27, on y revient, mais la COP 27, dans le contexte qu'elle représente, le momentum qui est là par rapport à la question qu'on veut traiter, et puis je finis rapidement avec quelques recommandations. Premièrement, l'impératif climatique. Le climat ou le dérèglement du climat s'impose à nous, pays africains. Et je suis très content, j'ai lu il y a quelques jours l'interview du ministre Yaya qui disait, et c'est un point important, la raison pour laquelle nous devons intégrer le climat dans la planification du développement, c'est que quand l'État réalise des infrastructures qui devraient rester pour 15, 20, 30 ans, et que l'État réalise difficilement. Avec pour beaucoup de cas, ces infrastructures sont réalisées sous forme de prêts, quand on a de la chance, des prêts concessionnels, quand on n'a pas de chance, des prêts non concessionnels. Et pour l'exemple précis, le ministre indiquait que 2 routes étaient déjà submergées par la mer. 2 routes. Ça, c'est extrêmement spécifique. J'étais au Nigeria il y a une semaine pour discuter avec des collègues qui étaient à la Banque centrale. Et la Banque centrale disait, mais nous nous retrouvons dans une situation pour la première fois où, au nord du Nigeria, on doit gérer la sécheresse. Et en même temps, au sud et au centre, on doit gérer les inondations. Et nous, en tant que banquiers centraux, nous sommes en train de réfléchir, mais, et je vais parler, excusez-moi un peu vulgairement, mais votre affaire de climat là, mais c'est un risque systémique. Parce que vous avez une simultanéité de crise, et vous avez une simultanéité de crise qui arrive en même temps, partout, avec une augmentation de la fréquence, une augmentation de l'intensité, mais c'est du développement cette affaire, ce n'est pas une affaire d'environnement, c'est une question de développement, pour ne pas dire de sécurité nationale, si on veut lier la migration et tout ça. Donc le premier point pour le climat, c'est cela. C'est la crise que ça représente et cette question de nécessité d'y faire face, et nécessité d'y faire face à travers donc l'intégration du climat dans la planification du développement. Mais c'est également une source d'opportunité. M. Wade en a parlé. À la COP, on n'en parle pas beaucoup, mais ceux qui se signent hors des salles, je vais vous donner quelques chiffres. L'Afrique du Sud a signé pour 8,5 milliards de dollars pour un paquet financier pour sa transition énergétique. L'Égypte elle-même a signé 10 milliards. L'Indonésie a signé pour 20 milliards de paquets. Quand je dis un paquet, c'est du financement concessionnel, non concessionnel, de la garantie avec différents partenaires. L'Égypte a signé également pour 83 ou 85 milliards de dollars de MOU avec une quinzaine de partenaires pour
de l'hydrogène vert. Donc voilà quelques éléments sur les opportunités que ça peut être. Et l'importance d'avoir une stratégie de financement qui intègre l'ensemble des points. Aujourd'hui, on parle beaucoup des fonds climat. Et les fonds climat, c'est le fonds vert pour le climat qui est en Corée, le fonds pour l'environnement mondial et le fonds d'adaptation. Ces fonds-là, c'est la base de la pyramide. C'est le premier étage. C'est le plus petit étage, mais c'est l'étage dont on parle le plus. Au-delà, deuxième étage, les banques de développement. Toutes les banques de développement aujourd'hui, la BAD, la BOAD, la BEI, la Banque mondiale, a des financements climat. Elles ont toutes des cibles climat, pour certaines même des cibles énergie, des cibles adaptation au changement climatique. C'est une opportunité qui est importante. Un peu plus haut, vous avez les marchés des capitaux. Des collègues sont là, des banquiers sont là pour parler un peu de cette situation et le fait que nous captons à peine 1%. Un peu plus haut, vous avez la finance innovante ou les sources innovantes, marché carbone, les philanthropies. Encore plus haut, le dernier, au sommet de la pyramide, vous avez ce qu'on appelle en gros de la création monétaire. Depuis quelques années, que ce soit avec l'exemple le plus parlant a peut-être été les DTS, et la redirection des DTS du FMI vers les questions de soutenabilité et de développement durable. Mais vous pouvez avoir tout en haut de l'assouplissement quantitatif, le professeur est ici, donc du green quantitative easing pour accélérer la transition énergétique et accélérer la lutte contre justement les changements climatiques. Donc c'est bon d'avoir en tête toute cette pyramide, mais toute cette pyramide-là de sources de financement, vous ne traitez qu'une partie de l'équation qui regarde les sources. Vous ne traitez pas encore la question de ça, c'est l'offre, vous ne traitez pas la question de la demande. Il est important également pour la demande de segmenter la demande, de regarder de plus près le secteur privé, les collectivités, les gouvernements locaux, parce que ça va être différents types de projets, différentes conditions de financement qu'il faut appareiller. Et au milieu, il faut un marché, il faut des acteurs de marché, il faut du rating, il faut des développeurs de projets, il faut des banques d'investissement, j'appelle ça même des banquiers d'investissement pour le climat. C'est la classe qui n'existe pas sur le continent. C'est-à-dire des institutions qui travaillent au quotidien à développer des projets, qui comprennent la finance internationale, qui comprennent les besoins et les circonstances nationales de nos pays et qui puissent justement aider à faire ce matchmaking entre demande et offre. Rapidement sur la COP 27 pour rester sur les financements, ce à quoi on assiste depuis quelques années, c'est véritablement une montée en puissance de cette finance-là, finance verte. Je prends deux exemples. Aujourd'hui, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la finance durable est un ancien gouverneur de Banque centrale, gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre. Le champion égyptien est justement le directeur exécutif du FMI pour l'Égypte. Donc nous avons une montée de cette question finance environnementale au plus haut niveau donc, de la finance, et de la finance qu'elle soit la finance des marchés, des produits dérivés, et comme je dis jusqu'au FMI, puisque le dernier fonds fiduciaire du FMI est un fonds qui permet de traiter le climat de manière systémique, et donc même de développer des instruments spécifiques, que ce soit des instruments de bonification de taux, des instruments de garantie. Il me reste une minute. Pour la dernière minute, quelques recommandations. Dans ma petite expérience, j'ai remarqué que les pays ou les structures qui arrivaient à mobiliser de manière structurante ou de manière efficace avaient quelques critères. Le premier, des objectifs quantifiés. Ils savent exactement, ils ont un objectif à atteindre qui est quantifié dans le temps. Ça peut être 100 milliards de dollars, ce 100 milliards de dollars ou 1 milliard de dollars dans un objectif, et ils ont désagrégé les instruments, désagrégé les conditions. Deuxièmement, c'est avoir une équipe pluridisciplinaire. Petit point, une équipe pluridisciplinaire où la maîtrise de l'anglais, c'est triste, mais la finance climat, comme la finance, comme la recherche, se passe malheureusement en anglais. Et donc la nécessité d'avoir de la maîtrise de cette langue. Dernier point, une stratégie intégrée. Les pays
qui mobilisent du financement, comme on l'a vu à la COP et ailleurs, sont structurés au niveau des experts, au niveau ministériel, jusqu'au niveau des chefs d'État. Pour l'Afrique du Sud, l'équipe de négociation qui a négocié le paquet de 8,5 milliards est logée à la présidence. C'est un ancien ministre des Finances qui trust l'équipe. La même chose dans un pays comme le Maroc. Vous avez des agences établies qui sont accréditées au niveau international et qui pilotent